Adelante, Benoît. Donc bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'accueillir dans le symposium international Utopie. C'est quelque chose de très important pour moi de vous faire cette présentation. Une présentation d'une demi-heure environ. Donc effectivement, s'il y a un souci par rapport à la traduction, il faut me faire un coucou comme ça en me disant je vais trop vite ou dans la présentation. Et je viens vous parler d'une expérience qui dure depuis maintenant 35 ans en France, au niveau international également, sur une expérience qui s'appelle Couleur d'avenir, hein. Couleur d'avenir, c'est une structure que j'ai créée en 2002, donc il y a un peu plus de 20 ans. Si effectivement il y a des questions sur la création de Couleur d'avenir, sur comment s'est créé Couleur d'avenir, etc. Je voudrais, si on a un temps pour les questions après, mais je voudrais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet-là, parce que c'est plus un- juste une expérience, non, qu'on expose de personnel. Moi, ce qui m'intéresse ici, pendant la demi-heure qui m'est attribuée, c'est plus vous parler du contenu du yaourt plutôt que du yaourt avec sa marque, c'est-à-dire également le thème du développement social, non? Alors, au niveau du développement social, c'est un métier que j'ai choisi parce qu'il y a beaucoup de cohérence pour moi et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer mon intervention par vous exposer ce qu'est le développement et ce qu'est le social, puisque c'est le mot développement social, non? Donc, au niveau du développement, en fait, le petit Larousse, lui, c'est-à-dire le dictionnaire français, explique que, en fait, le sens littéraire, c'est l'action de déployer, de progresser, de connaître, d'accroître, de prendre de l'importance, de détailler de façon exhaustive et l'amélioration qualitative et durable. Donc, je considère que ce terme développement est l'essence même de l'intentionnalité de l'être humain, non? L'humain est à l'origine de la construction de ses réalités, non? Et ça, c'est important, c'est-à-dire que il a cette capacité d'intention dans le futur à partir du présent et du passé qu'il a vécu. Il est difficile de considérer que l'humain ne doit pas être le centre d'intérêt d'un territoire, là où il vit en tout cas. La plupart de l'humanité agit en ce qu'on appelle en mode projet, avec un horizon plus ou moins clair, on le voit hein, dans l'actualité. Parfois on tâtonne, il y a des gens peut-être qui voient plus clair que d'autres et ont des mauvaises ou plus ou moins mauvaises intentions aussi. Mais en fait, l'idée, c'est que le mot développement est considéré ici avec toute son amplitude dans le terme de mon métier. Une erreur serait de le réduire avec, à quelques intérêts particuliers, non? L'idée, c'est de travailler justement toujours dans le global et dans l'intérêt global de tous. Notre métier s'applique dans un mode intégral, avec toutes les dimensions de la vie humaine et une histoire à identifier, en plaçant l'humain au centre des préoccupations. Il est possible de mesurer, d'analyser, de préconiser en fonction des différentes strates composant cette vie locale, qu'elle soit économique, sociale, culturelle, démographique, etc., etc. Ainsi, en parlant de développement, les dimensions et les échelles de l'action ne peuvent se résumer à la résolution d'un problème, d'une difficulté, mais bien de s'inscrire dans le temps pour fonder des conditions de fonctionnement
qui permettent non seulement un équilibre de vie quotidienne au niveau local, mais aussi une durée dans le temps accompagnant l'évolution humaine. En parlant de développement, il est proposé un accompagnement, une éducation, une formation continue des acteurs pour assurer un fonctionnement autonome durant une période limitée qui devra épouser les évolutions. Par exemple, quand j'étais en Afrique, il y a un Africain qui m'a parlé en me posant la question, j'étais en train de développer le projet humaniste, non, en Afrique, et il me disait, il y a un proverbe chinois qui dit, si ton voisin a faim, apprends-lui à pêcher, plutôt que de lui donner du poisson. Très bien. Et moi, je lui ai répondu, dans l'esprit du développement social, que si ton voisin a faim, apprends-lui à pêcher et donne-lui du poisson pour qu'il ne meure pas de faim, pour avoir, avant d'avoir appris, c'est-à-dire qu'il faut que tout en apprenant, il puisse se nourrir, parce que sinon, il ne va pas avoir l'esprit clair pour pouvoir apprendre. Donc, c'est des choses ou des dimensions qui sont très importantes dans le travail du développement social, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte les réalités, de savoir où en sont les gens, où en sont les évolutions collectives, où en sont les évolutions personnelles, et de faire ce travail de pouvoir accompagner ces évolutions dans ce qu'on appelle la communication partagée, la communication directe, telle que nos valeurs le définissent. En parlant de développement aussi, par rapport à ce mot développement, euh, l'idée, c'est de pouvoir mettre les conditions pour la croissance, non? C'est-à-dire l'évolution. La prise d'importance, de progression sont imposées par tous les protagonistes du projet et avant tout, bien sûr, les habitants qui y vivent. Même si le développement paraît naturel, puisqu'il est au cœur des évolutions, qu'elles soient négatives ou positives d'un territoire, notre travail est de le rendre intentionnel, éveillé, c'est-à-dire pour l'inscrire dans une progression. Celui-ci n'est pas linéaire, on le voit dans le logo non, du Centre des Cultures, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui part d'un point A et qui arrive à un point B, c'est un projet qui vient et qui travaille en fonction du vécu, en fait, hein, des protagonistes du projet, c'est-à-dire de ceux qui vivent sur les territoires. Il y a des avancées, mais il y a aussi des reculs, il y a des erreurs, il y a des accidents, des choses qui ne sont pas prévues, il y a des choses qui ont beaucoup de force et qui avancent avec beaucoup de force, d'autres qui mettent plus de temps. Donc on est dans une situation où on est dans du développement intentionnel, où on apprend tout en faisant et en réfléchissant et en actualisant ce qu'on comprend. Il est difficile de parler d'un programme de développement social si nous devons intervenir pour résoudre un seul ou une seule difficulté. Ça m'est arrivé dans différentes commandes des uns et des autres, ou en disant il faut que tu règles le problème du tri sélectif ou des déchets sur un quartier. Mais on le voit bien que par cette porte d'entrée, il y a tout un tas de conséquences, tout un tas de raisons pour lesquelles la difficulté ou le problème existe. Et on est obligé d'avoir toujours ce regard global d'évolution. Donc, je me base sur deux outils pour travailler le développement. Le premier outil, c'est le diagnostic, justement le diagnostic structurel, non? En dynamique structurelle, c'est-à-dire qu'on part du passé, c'est toujours en mouvement, en dynamique, hein. Donc, on part du passé, du présent, de ce qu'on voudrait pour le futur, des conditions dans lesquelles on aimerait pouvoir vivre. Et puis, dans le savoir-être, c'est-à-dire tout le travail des principes d'action valable, c'est qui est la base de notre travail,
C'est-à-dire tous ces principes, en fait, ces 12 principes d'action valable qu'on connaît. Je reviendrai dessus plus tard si vous le souhaitez. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra dans les questions les aborder. Et c'est ces règles, avec ces règles-là, cette attitude humaniste, qu'on va pouvoir travailler le développement, non? Euh, on comprend que toute action du projet, tout programme dans le monde ne vient pas de l'extérieur, mais bien du vécu intérieur, des émotions, des sensibilités. C'est un phénomène intentionnel, c'est le contraire d'un phénomène mécanique ou réactif. Donc on part du principe, quand on parle de développement, nous les humanistes, hein, c'est on part du principe que on a un avant, on a un pendant, on a un après, on a des avancées, on a des reculs, on a des moyens de pouvoir répondre aux violences qui peuvent exister sur les territoires, puisque les raisons principales du fait que Couleurs d'Avenir interviennent sur les quartiers, c'est qu'effectivement, il y a toute une somme de difficultés dont les uns et les autres qui gèrent en général les territoires sont dépassés et ne peuvent pas répondre concrètement aux problématiques. Donc, la vie humaine sur ces territoires est en développement, c'est une évolution. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'agit d'accompagner et d'orienter ces évolutions pour les amener, en fait, à devenir plus éveillés et construire des choses durables. Donc, je résumerai ce mot développement en lien avec nos métiers par un accompagnement des êtres humains à l'évolution à travers des phases d'avancée et de recul, avec des certitudes que la vie humaine est toujours en mouvement. De ce fait, il ne s'agit pas d'agir pour réparer des maux, MAUX, hein, des difficultés. On n'est pas des pompiers, même si j'aime ce métier de pompier, hein, je ne suis pas en train de le dégrader, mais bien d'œuvrer de façon permanente et intelligente en intégrant cette notion dans les fonctionnements locaux et les pratiques habituelles de la vie d'un territoire pour déboucher sur une autonomie et un mode d'autorégulation et d'organisation sociale de la vie locale. J'ajouterai la notion suivante à ce mot, développement, qui est la responsabilité. Elle est la condition pour assurer le développement. Avec cette notion, j'invite à considérer l'humain comme un être responsable. Nous avons toutes et tous l'occasion de faire des choix, de prendre des décisions. Celles-ci ne sont pas conditionnées à attendre que les pouvoirs paternalistes, hein, les prennent pour l'ensemble. Avant de regarder et de critiquer, il est pertinent de prendre conscience que chacun de nos actes est responsable. Ce n'est pas une morale, mais un phénomène particulièrement observé dans toutes les strates de l'organisation humaine. Si l'humain est considéré comme une chose, comme un être dépourvu de sens, comme une entité servile, il est impossible d'imaginer une progression dans le temps. La responsabilité indique la façon dont chacun est traité, le respect et le soutien à tous permettent une qualité de recherche commune, de compréhension profonde, de transformation construite de la société dans laquelle nous vivons. Donc, ça, c'est la partie du développement. Maintenant, j'apporte la partie du social qui complète justement cette partie du développement. Selon notre dictionnaire français, le Petit Larousse, social comme adjectif se rapporte à une société, une collectivité humaine, considérée comme une entité propre, qui intéresse les rapports entre individus et les autres membres de la collectivité,
qui concerne les relations entre les membres d'une société ou l'organisation de ses membres en groupe et qui concerne l'amélioration des conditions de vie. Le terme social est très intéressant quand il vient en complément justement de ce terme développement, car la définition indique la relation entre l'individu, la personne, et le collectif, l'ensemble. J'insiste avec cette notion d'aller et retour. C'est ce que nous réalisons avec Couleur d'avenir. À chaque fois qu'on va sur un territoire, on rencontre les personnes personnellement, individuellement, dans leur intimité, et on travaille aussi sur le sens de l'ensemble au niveau du collectif, et on fait sans cesse des allers-retours entre les situations personnelles et les situations collectives. Cette indication démontre l'importance de la personne dans un tout. C'est-à-dire que chaque individu est sacré, est important par rapport à cet ensemble. Elle est considérée. Et c'est ça, cette communication importante et intime qu'on a, qui fait qu'on établit ce que nous, on appelle dans notre jargon des œuvres de confiance. C'est-à-dire que la confiance, la relation, la communication, qui est l'une des valeurs humanistes la plus importante, fasse que on va pouvoir dénouer et on va pouvoir construire, on va pouvoir co-construire. Parfois, nous constatons d'ailleurs qu'un individu peut avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative, sur tout un ensemble. Je me souviens que j'avais été missionné par un bailleur social, c'est-à-dire quelqu'un qui gère les logements sociaux, dans un immeuble où c'était vraiment très sale. Et en fait, ça venait pas de tout cet ensemble de gens qui vivaient les uns à côté des autres. Ça venait d'une famille qui ne posait des difficultés par rapport aux autres. Et si on ne considère pas ça, ben c'est difficile de régler le problème justement de la saleté dans l'immeuble, non? L'effet inverse également est vérifiable. Combien l'individu peut être influençable par un environnement, non? Avec les médias, on le voit bien là actuellement dans le monde actuel avec tous ces médias qui sont en train de nous parler de la Troisième Guerre mondiale pour nous faire croire que c'est inéluctable d'arriver à cette Troisième Guerre mondiale, non? Par rapport à des décisions politiques, par rapport au cadre environnemental, par rapport aux orientations religieuses. Si une personne manque d'hygiène ou fait du bruit dans un immeuble, les conséquences sont vécues par l'ensemble des voisins sur la difficulté d'entretenir les espaces dans des conditions normales de propreté. C'est ce que j'expliquais il y a un instant. Pardon, je me répète. Une indication importante qui démontre également qu'il est très difficile pour un équilibre de vie de vivre des idées du chacun pour soi ou des idées de tout est bon pour tout le monde. Deux opposés qui sont pourtant tellement mis en avant par certaines idéologies. Hein? On le voit dans certaines idéologies au niveau mondial où il n'y a que pour moi que ça existe, les autres, je m'en fous, je suis dans la compétition, j'avance, je m'enrichis et je me moque des autres. Non? Ou bah non, tout doit être fait pour tout le monde sur le même niveau et que de toute façon, tout le monde doit suivre et si on ne suit pas, eh ben tant pis. Voilà. Donc en gros, on est dans ce thème, nous, dans le développement social, de dire non, ça, c'est pas possible. Ces systèmes-là, ils ne fonctionnent pas, on les a vérifiés et il faut qu'on invente autre chose. Donc, une autre idée préconçue, c'est dire aussi la majorité l'emporte. C'est-à-dire, tu parles dans une réunion et tu dis, voilà, le consensus, alors il faut que le consensus, il existe et il faut que tout le monde soit d'accord. Mais non, ça marche pas comme ça non plus. Dans notre métier, en tout cas, ça marche pas comme ça. Pour autant, nous reparlerons un peu plus tard dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire. On va faire un zoom, non, sur tout ce qui est consultation, concertation, construction commune, parce que ça, c'est tout un thème que j'aborderai pas aujourd'hui, mais qu'on pourra aborder plus tard que vous pourrez lire dans mon livre qui va sortir bientôt.
Ainsi, le paternalisme d'antan, donc et il n'y a pas si longtemps, hein, et des fois on le voit, c'est encore d'actualité, ou la compétition sans limite, toujours très active, ça on la voit, on la vit au quotidien. L'arbitraire formel et autoritaire pourrait en plus ne plus avoir leur place dans un cadre d'évolution sociale, permettant d'ouvrir de nouvelles conditions de vie. La vie humaine progresse en prenant en considération la personne dans un ensemble et l'ensemble constitué de personnes. J'utilise ce mot progresse, car l'un des aspects de la définition de social est l'amélioration des conditions de vie. Cette notion n'est pas étrangère au mot développement, que nous avons abordé un peu plus tôt. Avec cette notion très utile qui sera abordée avec plus de détails dans cet ouvrage, la relation, l'humain, est un être social car il communique. Nous parlerons également de ce que nous considérons comme une valeur, la communication. Il vit en relation avec l'autre, autre individu, autre monde, autre environnement. Cet être n'est pas fermé, même dans le cas d'une volonté de s'exclure, se marginaliser du système dans lequel il vit. La relation est une base qui influence un comportement, une posture dans la vie quotidienne, une histoire de vie. Et même si certains considèrent que le mot social n'est pas en lien avec le domaine psychologique, je dirais que les affirmations suivantes conditionnent concrètement la vie d'un territoire. Comment je regarde, comment je crois qu'on me regarde, comment les autres croient que je les regarde. La vie sociale d'un territoire est une composition. Cette composition tient aux générations, les âges qui se côtoient, s'enrichissent mutuellement, s'opposent, s'indisposent. Les cultures qui incluent de manières de vivre et d'être, les catégories socio-professionnelles, les cultes, les formes des ménages. Cette composition est également caractérisée par les services proposés, les types de commerce, les transports, les vies culturelles, les loisirs, les modes de garde, les services de santé, des infrastructures existantes, les territoires ruraux, urbains, avec autres caractéristiques spécifiques imposant une forme de vie singulière. L'aspect social, comme la notion de développement, est considéré en dynamique, en lien avec toutes les influences qui conditionnent un style, une forme, des valeurs de vie. Pour cette raison complexe, un projet de développement social ne peut être en aucun cas dupliqué, copié. Un programme contenu doit pouvoir se construire, se co-construire à l'aide d'indicateurs précis et un diagnostic en dynamique structurelle. En effet, la conjugaison de constats statiques à un moment T, rapportant des données précises de la situation du territoire, comme une sorte de radiographie de la composition et des usages, des faits et évolutions historiques ayant forgé la situation du présent, les valeurs constatées en fonction de la composition humaine existante, les tendances des différents pouvoirs identifiés et non identifiés, influençant la vie locale, participent à la définition d'un programme en fonction des attendus, des enjeux et des perspectives souhaitées. Je n'oublie pas la situation personnelle de l'individu. Celle-ci influence considérablement la vie du territoire. Je me souviens d'un habitant qui témoignait avec transparence et lucidité son incapacité à s'investir dans la vie du quartier.
sa situation économique, sa santé, l'intérêt d'accompagner ses propres enfants, militait pour m'indiquer qu'il n'avait pas l'énergie pour s'impliquer dans la vie collective. Ce type de positionnement induit un retranchement. Il peut être entendu et compris, car il faut pouvoir faire face aux réalités. Néanmoins, un accompagnement de la personne pour l'aider à trouver des solutions, à comprendre que les choses ne fonctionnent pas isolément et que l'énergie peut être multipliée grâce à la relation avec les autres, peut favoriser non seulement la résolution de situations spécifiques, mais aussi lutter contre l'isolement et les fausses croyances alimentant la violence de la vie quotidienne. La situation sociale personnelle n'est pas étrangère à une situation collective, mais par contre l'approche et le lien avec chacun contribuent à une prise en compte et à la considération. De ce fait, et pour terminer, nous considérons que l'analyse de la situation sociale des individus doit faire la différence entre la notion d'attente et la notion de besoin. Nous parlerons donc d'une dimension liée à une véritable solidarité. Puisque nous sommes dans la définition des mots, plutôt des termes que j'emploie, afin de pouvoir nous entendre, je considère qu'une véritable solidarité représente la capacité à aider les autres sans les assister. Le fait d'assister est louable et bienvenu dans une situation d'urgence. Le fait d'assister pour maintenir un individu ou un groupe dans la dépendance est contraire à mes valeurs. Parfois, certains emploient d'ailleurs le terme de esclavage moderne. Pour moi, la véritable solidarité est aussi la capacité à dire selon ce qu'on pense et ce que l'on sent, c'est-à-dire d'exprimer sa vérité, sa réalité, même si elle ne fait pas plaisir ou ne va pas dans le sens des bien-pensants. La transparence, la considération pouvant devenir les maîtresses d'une grande avancée sociale dans un esprit collectif. Elles ont toutes les deux le pouvoir de faire grandir un édifice fondamental qui s'appelle confiance. Quand nous arrivons à cette étape de relation, nous pouvons dire que les conditions commencent à être réunies pour enfin pouvoir construire des bases solides et durables. En parlant de social, nous parlons également de vivre en société. Le rapport du je face à eux et du je face à nous, le degré de relation, de représentation et de transmission qu'il est possible de générer pour une personne, l'équilibre de la vie collective joue dans cet enjeu. Nous verrons un peu plus loin dans ce développement les éléments importants à retenir et à prévenir sur cette question de la représentation. En effet, si parfois les éléments observés peuvent paraître faciles ou simples à résoudre, nous verrons que le mélange des cultures, des usages, des formes de vie, d'organisation familiale très diverses peuvent influencer complètement ce qui pourrait paraître initialement comme normal. Ces phénomènes de relation et de représentation et de transmission sont complexes, difficiles à gérer, à comprendre et aussi à améliorer. Les critères, les valeurs, les usages sont alors bousculés. Il devient très difficile de croire que tout est vérité absolue, que tout est établi selon une morale et des codes précis. La vie sociale d'un territoire
doit être considéré en un phénomène mouvant. La pluralité, diversité culturelle, les évolutions temporelles et générationnelles invitent les acteurs à toujours se remettre en question, à désapprendre ce qui paraissait établi, à comprendre les effets et les réactions, à réviser en permanence les règles de vie en mettant en place des accords communs. Ainsi, en définissant le mot développement et le mot social, j'imagine que vous percevez la complexité de notre métier. Comme le disait un de mes amis aujourd'hui parti dans un autre espace en subissant un malheureux accident de moto, ce fut l'un de mes premiers collègues dans ma vie professionnelle. Notre métier n'est pas une autoroute, ce sont des milliers de petits bouts de laine de toutes les couleurs qui, une fois tricotés, libèrent une superbe fresque de vie. Je dirais donc que ma vocation pour ce métier est la raison de la création de ce beau projet créé en 2002. Couleur d'avenir, plus qu'une route tracée, je m'aventurais sur un chemin peu emprunté auquel peu de monde croyait, peu m'importait. Ni la reconnaissance, ni la gloire d'être n'étaient ciblés. Je vivais ce projet comme l'adolescent qui, durant plus de 20 ans, a vécu dans un quartier dit sensible. Je vivais ce projet non pas pour réussir à changer le monde ni la vie, je vivais ce projet car cela me semblait être une forme de vivre continue qui Háblame, ne porque pourrait si no, jamais s'arrêter. si me pierdo. Ainsi pour moi, nous ne sommes pas des médecins qui traitent de guérir des maux, nous sommes des architectes qui construisent des édifices de confiance pour améliorer la vie et renforcer l'expérience pour élever le niveau de conscience de l'humanité des quartiers. Merci beaucoup. Muy bien. Muchas gracias, Benua. Puedes pasarte, Randy, a francés, o si quieres. Eh, ahí, ahí finalicé las interpretaciones. Hablamos en el mismo canal, en ambos idiomas, si hace falta. Bien, pueden activar sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta a Benoit. Tenemos 5 minutos para concluir. Muy interesantes las experiencias, Benoit, ¿eh? Hace muchos años que vienes insistiendo. Claro, sí, sí, sí. Todo el proceso vino de mi encuentro con Silo, ¿viste? En 1990. En 90 empecé el movimiento humanista, ¿no? Y empecé en 92 mi trabajo de desarrollo social urbano porque yo estaba muy yo no podía hacer un trabajo, ¿no? Económico solamente para sobrevivir. Yo quería hacer la cosa en conjunta en mi vida, ¿no? Por eso que vengo de un barrio muy pobre, crecí en este barrio, ¿no? Y yo conocía las necesidades de los barrios, así que empecé este trabajo que para mí poco a poco vino construyéndolo años después años con la ideología, con los valores humanistas que yo construí. Estaba construyendo todo el consejo, ¿no? Estructural de la época eh, con África, con distintos lugares del mundo y yo únicamente yo quería hacer en conjunto todo este trabajo. Así que por eso que eh, he hecho Colores del Futuro. Muchas gracias.
Quiero felicitar a Raimundo Broda por su magistral interpretación al español. Pudimos captar muy bien lo que quería decir Benoit con sus palabras. Muchas gracias, Randy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Fuerte abrazo. Abrazo. Bien, amigos, si no hay otras consultas, preguntas, concluimos aquí esta ponencia. ¿Está bien? Ok. Sí, yo quisiera preguntarle a Benoit, quisiera preguntarle cómo lograr el desarrollo humano sostenible para que las organizaciones logren la autogestión, de tal manera que pueda ser también sostenible en el tiempo y también en lo económico, desde el humanismo. Eh, je peux répondre en français ou c'est en espagnol? Sí. Ahí reactivé el canal de idiomas, si Randy quiere traducir. Puedes hablar en francés. D'accord. Euh, En fait, si j'ai bien compris la question, hein, la question est comment on peut réussir à, enfin, ce que j'ai compris, développer des partenariats, non? Travailler sur la question économique des projets, non? Ou je me suis pas bien, j'ai pas bien compris. Peut-être vous pouvez me reformuler la question, Randy, en français, si c'est possible. Gracias. Ah, bueno. ¿Cómo lograr la autogestión en las organizaciones y en los procesos sociales para Hmm. lograr un desarrollo sostenible? Tout le travail qu'il y a à réaliser, de mon point de vue, c'est le travail de partenariat. On travaille jamais seul. Et le travail d'autogestion, c'est-à-dire de concertation, ce que moi j'appelle la concertation, c'est-à-dire le travail de bien comprendre les conditions du dialogue et de quoi on parle et de quoi, qu'est-ce qu'on veut traiter en tant qu'objectif, et de pouvoir co-construire de façon autonome les projets. On peut demander des financements extérieurs pour pouvoir développer des programmes, mais aussi on peut faire en sorte de pouvoir co-construire une réalité entre les gens. Je l'ai vécu au Togo, où on n'a pas eu besoin forcément de ressources extérieures pour travailler le développement à partir des ressources locales. Moi, je dirais que toutes les conditions sont à installer au début du projet lui-même et des actions qui se déclinent du projet et des accords communs qu'on peut avoir ensemble pour pouvoir développer des actions et faire en sorte que ça se soutienne, que les gens s'approprient en fait les projets et que le projet, c'est pas une personne qui l'a dans sa tête et qui le développe, mais que ce soit quelque chose qui soit partagé. Ici en France, on travaille beaucoup, je sais pas ailleurs dans le monde, mais on travaille beaucoup sur la participation, sur le fait qu'on puisse responsabiliser tout le monde dans un projet et faire en sorte que le projet ne soit pas à soi personnellement, mais à un ensemble de protagonistes, non, qui développent le projet. Donc c'est les conditions en fait de la pérennité du projet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Eh, eh, Benoit, sí, sí, muchas gracias. Y desde esa perspectiva, eh, el proceso participativo, y igual, por ejemplo, ya desde nuestro trabajo al interior del neumanismo, ves Sí, importante que las personas eleven su nivel de conciencia, vayan también haciendo, digamos, por decirlo así, suprimiendo su yo para un nosotros, un trabajo con en la horizontalidad del proceso participativo.
Tout à fait. C'est ce que je dis dans mon développement, c'est-à-dire de prendre en considération la situation personnelle, parce que ça c'est très important, sinon on fait quelque chose d'impersonnel. Donc que toute personne est importante dans un projet et que quelle que soit sa situation, mais qu'on puisse justement l'aider, cette personne-là, à faire partie d'un ensemble et de pouvoir co-construire le projet ensemble. Ce qui fait qu'en fait, on a cette possibilité non pas de dire l'ensemble a raison et on avance et tout le monde se met au diapason d'un ensemble, mais plutôt de dire on co-construit ensemble à partir de nos réalités, de nos difficultés, et on règle ou on améliore notre condition de vie euh, à travers la dynamique du projet en considérant chacun. Et ça, c'est super important parce qu'on a à la fois cette possibilité de co-construire un projet qui est commun à tout le monde avec des nécessités ou des besoins qui sont communs à tout le monde, mais on prend en considération la situation de chacun. Et c'est ça qui fait le participatif. Donc après, on peut déterminer des projets ou des thématiques qui sont vécues sur les quartiers comme étant des problématiques communes à tout le monde et vraiment gênantes pour le développement. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes aquí, interactuar. Muchas gracias, Benoit, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Randy.